Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission exceptionnelle aujourd'hui puisque vous allez entendre la table ronde, la bibliothèque de Marc Bloch, Constitution, Spoliation, Restitution. Elle a été enregistrée le 26 mars dernier à la Sorbonne, dans le cadre des Nocturnes de l'Histoire, et accompagne la petite mais très jolie expo sur les livres de Marc Bloch, qui se trouve dans la hall de la BIS, la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Je vous encourage à y aller si vous pouvez. Je remercie toutes les personnes qui ont permis cet enregistrement, dont vous retrouvez toutes les références sur le site parolehistoire.fr. Une version vidéo devrait être diffusée un jour sur Sorbonne TV, ici c'est la captation audio avec de minimes coupes pour la clarté sonore. Vous allez entendre dans l'ordre Fanny Madeline, qui a préparé et animé la rencontre, maîtresse de conférences à Paris 1 en histoire médiévale, Laurent Feller, médiéviste également de Paris 1, qui raconte comment Marc Bloch a constitué sa bibliothèque. Ensuite je prends la parole pour dire quel lecteur était Marc Bloch, suivi de Martine Poulain, conservatrice des bibliothèques, qui parlera des spoliations de livres sous l'occupation par les nazis de manière générale, un sujet qui sera ensuite approfondi pour le cas des livres de Marc Bloch par Sarah Gainsburger, sociologue à Sciences Po Paris. Enfin, le dernier temps est consacré à la restitution d'une partie des livres de Marc Bloch après la guerre, avec David Zivy, responsable de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés au ministère de la Culture, puis Mathis Bloch, arrière-petit-fils de Marc Bloch, qui expliquera ce que ça fait dans la famille. Rendez-vous sur le site du podcast pour la bibliographie, les liens notamment vers les bases de données qui sont mentionnées dans la discussion. Merci et très bonne écoute. Donc je commence en donnant la parole à Laurent Feller pour cette première communication. Merci beaucoup Fanny pour cette invitation et pour cette présentation. Je vais vous parler de la manière dont Bloch a constitué une bibliothèque avant qu'on vous parle de la façon dont il l'a perdue. Se constituer une bibliothèque pour un universitaire, c'est se constituer son identité professionnelle et en même temps ce à quoi on va demeurer attaché par des liens affectifs. Bloch a commencé très tôt, dès l'école normale supérieure, mais nous n'avons d'indication claire ou à peu près claire qu'à partir des années 1920. En 20 ans, il a réuni un minimum de 5000 livres. En fait, on ne sait pas bien. On pense qu'on a récupéré environ 2000 livres, 2000 titres, et ça doit représenter le quart à peine de ce que Bloch possédait. La fourchette entre 5 et 7000 est possible. Il faut comparer avec d'autres chiffres que nous avons dans les œuvres de Madame Poulain. Par exemple, Alphen semble avoir possédé 12 000 volumes, dont il n'a récupéré après-guerre que 800 à peu près. Par rapport à cela, la bibliothèque de Bloch, entre 5 et 7 000, récupérait 2000 volumes. Après tout, c'est une bibliothèque dont on n'a récupéré plus que des fragments. C'est une bibliothèque de travail qu'il a constituée. Une bibliothèque de travail qui n'est pas un outil de bibliothèque, c'est un outil dont il se sert quotidiennement. Cela, il le répète plusieurs fois, dans plusieurs lettres et dans la correspondance qu'il a entretenue avec Carcopino pendant la guerre. C'est un outil de travail dans lequel il a mis des sources, dans lequel il a mis les livres qu'il utilise quotidiennement pour préparer ses cours ou pour écrire ses articles. Donc c'est véritablement ce dans quoi on est dans son atelier quand on est dans ses livres. Comment a-t-il fait? Il a acheté, il a accumulé des livres par les comptes rendus, qui sont la forme acquérir le volume. On est payé uniquement par le fait qu'on peut garder le livre après avoir fait le compte rendu, et puis aussi par l'échange universitaire qui a été si important jusqu'à ce que Internet nous prive du plaisir d'avoir à offrir nous-mêmes les tirer à part à nos collègues et d'en recevoir et d'en être souvent encombrés. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque? Il le dit lui-même, des sources, beaucoup d'histoires avec un fond extraordinaire de fonds de littérature allemande. L'histoire allemande est prédominante là-dedans. Beaucoup d'histoires économiques, d'histoires rurales et un fond de culture générale auquel il est très fortement attaché et que ses enfants se sont efforcés de conserver, du moins la partie qui était dans leur maison à Fougères. Comment acquiert-on les livres? Alors, d'abord, les livres, il y a quelques bibliothécaires ici qui savent ça mieux que moi, les itinéraires des livres, c'est parfois un peu mystérieux. Et donc, on a quelques surprises. Bon, il n'est pas anormal de voir un tiré à part dédicacé à Émile Laine, qui était spécialiste d'histoire ecclésiastique, à Pfister, le patron de thèse de Bloch, et qui était aussi le patron à Strasbourg dans les années 20. Bon, pas anormal de trouver une chose comme ça. On imagine toutefois que puisque le livre a été dédicacé à Pfister l'a donné à Bloch. Un itinéraire possible. On est un peu plus étonné que lorsqu'on trouve un livre dédicacé par le bibliothécaire de l'École nationale des chartes. On se demande bien comment. Mais bon, c'est l'itinéraire étrange. La question essentielle, c'est celle des achats. On ne sait pas, on ne pourra jamais savoir quelle part de la monétaire, quelle part d'investissement financier il y a eu dans cette bibliothèque. Il est évident qu'il a beaucoup acheté.
acheter, par exemple, le volume qui est exposé aujourd'hui et qui nous vient de l'École normale supérieure, d'Abo de Basingen sur le traité des monnaies, un livre du XVIIIe siècle qui ne se trouvait pas comme ça. Il a fallu aller chez un bouquiniste, chez un spécialiste de ces choses-là. On trouve aussi des choses qui sont, alors du point de vue de Bloch, plus étranges. Alphen et Bloch se haïssaient. Alphen a tout fait pour que Bloch ne vienne pas ici, à la Sorbonne. Or, on trouve un livre de Alphen dans la bibliothèque de Bloch, c'est Le Comté d'Anjou au XIe siècle, et dédicacé. Mais dédicacé à Arbois de Jubainville, qui est mort en 1906 et dont on peut penser que Bloch a acheté le livre dans une librairie, une dépouille, opium, en quelque manière. Cela, les achats, on ne sait pas ce que cela représente donc. Mais ce que l'on sait bien, que l'on peut mesurer, c'est les comptes rendus. Les comptes rendus, c'est une part non négligeable de cette bibliothèque. C'est-à-dire que 1100 à 1200 volumes viennent des comptes rendus. Ça veut dire quand même un travail de lecture et de mise en fiche et d'écriture hallucinant. Une activité démesurée, avec en plus là-dedans une acuité de jugement qui vient redoubler cette capacité de lecture. Le caractère incisif de sa plume ressort assez souvent dans ses comptes rendus, avec lesquels on dirait qu'il faisait une compétition avec Fèvre, qui n'était pas mal non plus dans le genre. Dire par le nombre comme par l'acuité et, de temps en temps, la pique assassine. Parfois très polémique. Mais surtout, ce qui est important, c'est les échanges et les dons. Les dons, ça, c'est normal, un professeur d'université, surtout à la Sorbonne, reçoit très fréquemment des cadeaux pour se faire connaître. Il espère faire une chose appréciée. Et puis aussi, il reçoit très fréquemment, normalement, les thèses dans les jurys desquelles il siège. On lui envoie aussi, les géographes notamment, qui espèrent bien être lus, reçoivent leurs thèses. Envoient leurs thèses à Bloch. C'est là, le don, une source importante. Mais le plus important, c'est les échanges. Ces échanges qui nous éclairent parce qu'on a gardé quand même un très grand nombre, environ 600 tirés à part, qui nous éclairent sur le réseau d'amitié, le réseau professionnel, le réseau social international de Bloch. Beaucoup de ces tirés à part sont dédicacés. Alors c'est à Marc Bloch amicalement ou à Marc Bloch en reconnaissance. Parfois on trouve des choses plus intéressantes. D'abord, lorsque c'est un ami proche, de temps en temps il y a un mot affectueux. Un mot affectueux qui caractérise bien la relation qui existe entre les deux personnes. Et puis surtout, l'ampleur de ces circulations. Le tiré à part, c'était la façon dont on faisait circuler les informations. C'est-à-dire que c'était dans l'espoir d'être lu et dans l'espoir de recevoir en retour quelque chose qui vous informera sur la dernière réception, sur le dernier ouvrage de l'autre. Donc il y avait là une forme particulière de sociabilité, une forme particulière d'expression de l'estime et de l'amitié, mais aussi quelque chose qui n'existe plus maintenant et qui est de l'ordre de l'impensable et dont, au fond, certains d'entre nous sont assez contents d'être débarrassés grâce aux fichiers PDF accumulés dans leur ordinateur. Alors, c'est votre tiré à part, pour nous, c'est aussi un instrument extraordinaire. Bloch a fait quelque chose que peu d'érudits font. Il a rassemblé tous ces tirés à part dans des volumes reliés. Volumes reliés qui sont de gros in octavo, si je ne m'abuse, qui sont des volumes préparés. On ne sait pas par qui, on ne sait pas avec quel crédit. C'est peut-être son épouse qui a mis la main à la pâte, qui a rassemblé, classé, organisé. Et en tout cas, il a fallu aussi payer la fabrication des volumes. Ce sont 36 volumes tout de même, dans lesquels il y a environ 600 tirés à part, qui sont classés. Classés dans un ordre qui est assez différent de l'ordre des chemises qu'on a retrouvé à Fougères, qui donnaient l'organisation du travail intellectuel de Bloch au moment de sa disparition. Nous avons là-dedans, dans ces 36 volumes, d'abord des mélanges. Les mélanges, c'est le tout venant. Tout ce que l'on peut recevoir, et qu'on ne sait pas classer, qu'on ne sait pas thématiser. Et puis il y a surtout des catégories qui sont les grandes catégories de Bloch. L'histoire économique vient en tête. Histoire juridique et sociale, ce qui est là un point de vue assez caractéristique, c'est celui d'un sociologue, sans doute comme Bloch l'a été un peu à sa façon, même beaucoup. Histoire urbaine, histoire rurale, et puis beaucoup de choses sur l'Allemagne et l'Espagne. Alors on remarquera tout de suite qu'il n'y a pas d'Angleterre, soit que le fonds n'ait jamais existé, soit qu'il était égaré, qu'il était volé. Et rien sur l'Italie. Donc très peu de choses. Donc ces envois sont dédicacés, certains sont particulièrement touchants, d'autres ne le sont pas. Ils nous donnent bien une indication sur la nature de ses amitiés, et aussi sur le caractère, si on ne connaît pas sa biographie, on se demande ce que vient faire le Napoléon écrit par Lefebvre dans cette bibliothèque. On trouve aussi, mais de façon plus normale, le Thermidor, mais aussi tous ces caractères aux questions du statut de la terre sous la terreur. Bref, et ça c'est parce que Lefebvre était à Strasbourg en même temps que Bloch et qu'ils étaient fort amis.
donc qu'ils ont beaucoup échangé. Et là, on retrouve quelque chose de tout à fait passionnant également, je termine là-dessus, la force des amitiés nouées entre 20 et 35 à Strasbourg. Là aussi, il y a un milieu extraordinaire qui s'est développé, qui a existé, et donc Strasbourg, sur lequel Strasbourg doit encore vivre. Voilà. Merci. Donc, on a appris que Marc Bloch était un grand lecteur, avait un lecteur hallucinant, comme tu disais. Donc, je vais laisser André développer ce point. Oui, effectivement, en essayant de pas trop répéter ce qui a été très bien dit par Laurent à l'instant, et en remerciant évidemment au début de mon propos Catherine Brodel-Mas, la BIS et toute l'organisation de cette journée. Alors, mon propos va moins porter sur les livres physiques de Marc Bloch et leurs inscriptions, qui effectivement sont souvent touchantes. À l'exposition, si vous y allez, vous pourrez voir notamment ce volume de Bismarck, si je ne m'abuse, lu à la tranchée de Lisbonne en 1915. Et Marc Bloch lit un livre sur Bismarck alors il a les Allemands à 100 mètres en face en tant que sergent à l'époque, puis sous-lieutenant, et finit capitaine. Mon propos portera davantage sur ces pratiques de lecture telles qu'on peut les cerner et essayer de les reconstituer. Alors, à la fois à travers son œuvre, à travers sa bibliothèque, les livres conservés, retrouvés, et puis largement ses pratiques savantes. Alors, je vais commencer par répéter une chose, mais je pense qu'il faut y insister tellement c'est important. C'est un grand lecteur en volume au sens numérique du terme. Et ici, il faut non seulement prendre en compte ce qui figure dans sa bibliothèque, à la fois ce qu'on peut deviner des plus de 5000 volumes qui existaient et de ceux qui ont été ensuite retrouvés, mais il ne faut pas oublier que Marc Bloch a eu accès, tout au long de sa vie, à des très grandes bibliothèques, puisqu'il a été étudiant à l'ENS. Il a ensuite été nommé à Strasbourg en 1919, au moment où la France victorieuse en faisait le fleuron de la science qui réinvestissait l'Alsace libérée, rejointe au territoire de la République. Et du coup, la bibliothèque, qui était déjà un campus extraordinaire sous le Reich allemand, a été doté superbement avec une bibliothèque de très très grande qualité dans laquelle il a travaillé. Et puis dès qu'il allait à l'ABN, dès qu'il allait à Paris, c'est un lapsus révélateur, il allait à l'ABN et on sait qu'il organisait, on sait par sa correspondance, qu'il organisait ses vacances en partie en fonction des possibilités de faire des séjours en bibliothèque, pratique, familière à un certain nombre d'entre nous. Et l'ampleur de ce travail en bibliothèque, elle est révélée par sa correspondance de manière intéressante dans un passage assez délicieux d'une lettre de 1934 à Lucien Febvre, puisqu'il se trouve à Londres à ce moment-là. Et il a un confort de travail à la British Library et au British Museum qui contraste avec celui de la Bibliothèque nationale de l'époque. Voilà ce qu'il écrit à Febvre. Indiscutablement, quelques heures de travail au British Museum inspirent l'irrépressible envie de dresser sur le square Louvois un vaste bûcher fait de tous les règlements de la BNF. Qui n'est pas encore la BNF. Et pourquoi un bûcher des règlements de la BN ? Parce que ça donne pas assez de livres. Et je cite encore Marc Bloch, la règle des 10 bulletins par séance est une indicible honte. Voilà. Peut-être vous avez déjà été dans cette situation d'être frustré par le nombre de commandes permises par le catalogue de la BN, informatisé aujourd'hui, le fait que dès 17h, on ne peut plus commander de nouveaux livres, etc., etc. Mais il faut quand même être un lecteur du type de Marc Bloch pour dire que c'est une honte de ne pas avoir plus de 10 bulletins par séance. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui passait en revue, qui dépouillait, et on le sait par ses pratiques savantes, qui dépouillait, revue après revue, numéro après numéro, et qui pouvait faire des séances de travail avec les 10 volumes maximum, parce que la Hansische Geschichtsblätter, il fallait avoir écumé tous les volumes pour pouvoir faire son travail. Ce volume de lecture se voit aussi dès ses années d'études. Dans un livre consacré à Marc Bloch et l'Angleterre, François-Olivier Toiti a publié le tableau des emprunts de Marc Bloch fait à la bibliothèque de l'ENS au cours de ses années d'études. Et en 4 ans de scolarité, Marc Bloch a emprunté 571 livres à la bibliothèque de l'ENS et notamment dès le 2e semestre de sa première année, il en a emprunté 127. Donc, si vous remémorez votre première année d'étudiant ou d'étudiante, voilà, 127 livres en un semestre. Bon, ça classe quand même les choses assez haut en termes de pratique de lecture, sans compter évidemment le fait qu'il avait une bibliothèque familiale qui était celle de son père, professeur d'histoire romaine à la Sorbonne, Gustave Bloch, et donc il ne manquait pas d'accès à des livres d'histoire abondants. Mais en plus de ça, il y avait ses emprunts. Et puis, Laurent Feller l'a dit, l'ampleur des lectures se voit dans le volume des recensions. Alors ces recensions, on peut les calculer à partir de la bibliographie qui figure dans les mélanges historiques de 1963, je sais plus, 63. Même si, c'est une bibliographie qui peut être retouchée sur certains points, mais l'ordre de grandeur est bon.
Donc même en tenant compte du fait que certains de ces comptes rendus sont des petites notes de lecture, un paragraphe pour signaler un ouvrage, pour signaler un nouvel atlas du Haut Moyen-Âge allemand en quelques lignes dans les annales. Voilà. Régulièrement, il y a ce type de notes assez rapides. Et malgré tout, on arrive à 1600 comptes rendus en 2 décennies en fait d'activité scientifique, parce qu'il faut bien voir que Marc Bloch, avant la Première Guerre mondiale, publie pratiquement pas. Il y a 1 ou 2 articles et c'est la préparation de sa thèse. Et Marc Bloch devient historien vraiment à part entière à partir de Strasbourg 1919 et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale, pour les raisons qu'on connaît, évidemment, marque une baisse très nette de l'activité, même s'il continue à publier et notamment à utiliser le pseudonyme Fougère, celui de sa maison creusoise, pour signer ses comptes rendus dans une revue, Les Annales, dont il ne peut plus, de laquelle son nom a été enlevé en raison des lois antisémites de Vichy, et dans laquelle il ne peut plus signer de son nom. Et du coup, 1600 comptes rendus en 2 décennies d'activité, il faut mettre ça en contraste avec Lucien Febvre, pour lequel on a un très bon livre de Bertrand Muller qui a fait le travail vraiment d'études exhaustives de ces comptes rendus, et on arrive pour Lucien Febvre à environ 5 décennies, 1900 comptes rendus. Et alors que Lucien Febvre était, on le sait, quelqu'un qui publiait beaucoup, qui avait la plume facile, souvent effectivement assassine avec une dose de mauvaise foi assez importante. Donc en gros, Marc Bloch lit à peu près 2 fois plus que Lucien Febvre, pour en donner la mesure. Avec des pics annuels qui sont spectaculaires. Si on prend l'année 1932, il a écrit 199 recensions dans l'année 1932. C'est-à-dire, en gros, rapporté à l'année, ça fait à peu près 4 livres par semaine, ou 4 textes, parce que souvent c'est articles aussi, ou édition de source par semaine. Alors, ça s'explique par le fait que c'est l'une des années, il le fait 4 fois au cours de sa carrière, l'une des années où il assume une charge très lourde, qui est celle de faire le bulletin historique allemand de la revue historique. Le bulletin historique, c'est quoi ? C'est la recension exhaustive autant que possible pour un lecteur français qui a accès à ce qui parvient à recevoir d'outre-Rhin, la recension aussi exhaustive que possible de tout ce qui se publie dans la médiévistique allemande. Et du coup, cette revue historique, ce bulletin historique, c'est 120 recensions pour la revue historique, plus, comme il vient de fonder les Annales en 1929, le montant modeste de 83 recensions de cette année 1932. Donc, ajouter l'une à l'autre, voilà, ça fait, j'ai fait une petite erreur de chiffre, voilà, 199 en tout, 83 pour les Annales, et donc un peu plus de 110 pour le bulletin historique. Tout ça pour dire, Marc Bloch lit énormément. Que lit-il ? Ça a été un petit peu dit par Laurent Feller, mais on le sait à la fois par ses comptes rendus et par ce qui reste de sa bibliothèque. Et là, je voudrais signaler l'extraordinaire travail qui a été fait par plusieurs collègues, dont Clémentina Glimska, Jean-Damien Généraux, Willy Maurice, qui ont contribué au site Reconstruire la bibliothèque de Marc Bloch. Donc c'est un outil numérique vraiment exceptionnel, très simple à utiliser, très bien pensé, et j'invite tout le monde à s'y connecter. Je mettrai le lien en référence sur le site Parole d'Histoire pour les gens qui écouteront ça, parce que on peut avoir une idée des différents volumes, des différents domaines, des différentes langues. On peut faire des tris par date, etc., etc. Et du coup, on voit quoi ? On voit que c'est quelqu'un qui lit dans un grand nombre de langues. Les recensions, les comptes rendus qu'il fait en français sont moins de la moitié de ses textes. 44% des comptes rendus sont consacrés à des livres en français, 39% à des livres en allemand, le reste se partage entre l'anglais, l'italien, l'espagnol. Mais on voit aussi que Marc Bloch n'hésite pas à ouvrir des livres en suédois, en néerlandais, en russe. Pourquoi ? Parce que même s'il ne parle pas ces langues, il peut faire son miel d'un tableau, d'une statistique, d'une carte. Autrement dit, sa curiosité intellectuelle, non seulement il maîtrise évidemment 4 grandes langues européennes, l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol, mais en plus, il va aller chercher des éléments qui vont pouvoir le nourrir et avec lesquels il va s'interroger et construire sa pratique de médiéviste. Donc, éclectisme du point de vue des langues, éclectisme évidemment au point de vue des périodes et des sujets. Alors, une chose assez remarquable, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'histoire antique, ni dans son fond personnel, ni dans ses comptes rendus. Il ne fait pratiquement jamais de comptes rendus d'histoire antique. Et donc là, il faudrait se poser la question de son rapport à Gustave Bloch. Est-ce qu'il est écrasé par la figure paternelle ou est-ce qu'il est en défiance de cette figure paternelle ? En tout cas, l'histoire romaine est quasiment pas présente. Il y a de temps en temps quelque chose qui a trait à la toute fin de la période romaine et le début de ce qu'on a appelé longtemps les grandes invasions. Mais c'est vraiment marginal et on voit pas du tout Marc Bloch s'intéresser à la République romaine. Ça n'apparaît pas dans ses lectures. Inversement, ce qui apparaît de manière assez forte, c'est les préoccupations pour l'histoire contemporaine, et même pas pour l'histoire contemporaine, mais pour le contemporain. Donc on va le voir, lire et chroniquer, notamment dans les annales, parce que les annales, c'est aussi un espace d'expression intellectuelle que n'offrent pas les revues
de pure médiévistique. Il contribue aussi à la revue belge Le Moyen-Âge. Voilà, il a des lieux comme ça qui sont très marqués par la discipline et du coup par l'attachement strict à des bornes chronologiques dans lesquelles on est cadré. Les Annales, c'est un lieu de liberté intellectuelle. Et c'est aussi pour ça qu'il a créé avec Lucien Febvre. Et dans ce lieu de liberté intellectuelle, il va chroniquer, par exemple, les causes du suicide de Halbwachs en 1931. Ou encore un livre paru en 1930 qui est intitulé, c'est l'époque qui veut ça, Foule d'Asie, surpopulation japonaise, expansion chinoise, émigration indienne. Et il a une curiosité pour les problèmes de son temps, de la même manière pour les problèmes industriels des États-Unis, etc. On va trouver donc une appétence pour le très contemporain, ce qui correspond aussi encore d'une autre manière au projet des Annales, on peut le rappeler. C'est non seulement un projet d'ouverture intellectuelle sur le présent, mais aussi un projet d'une revue qui serait inscrite dans le monde des hommes d'action, comme il les appelle avec Febvre dans leur correspondance, parce que le but, lorsqu'il crée la revue chez Armand Collin, c'est pas seulement de s'adresser à des érudits qui sont déjà abonnés à la revue historique et qui vont ajouter un abonnement ou à des bibliothèques universitaires, mais aussi à des industriels, à des administrateurs. Ils sont en lien avec Albert Thomas à l'époque au Bureau international du travail, et donc une figure importante de ces milieux, rénovateurs, réformateurs, qui pensent le monde contemporain, et ils espèrent avoir des abonnés parmi les hommes d'affaires, les industriels, etc. Ça marche assez peu, et ce qui explique que les Annales ont une existence relativement précaire dans les années 1930. C'est pas une aventure éditoriale simple, mais c'est aussi le signe d'un ancrage dans le présent qui n'est pas celui strictement d'un médiéviste. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est que Marc Bloch, c'est un lecteur actif et organisé. Et ici, vous pouvez voir à l'écran ce dont Laurent Feller parlait à l'instant, c'est-à-dire ces tables des matières, des volumes de mélange qu'il a constitués lui-même. Et il a lui-même rédigé à la main les tables des matières. Et donc là, on voit par exemple que il y a un tiré à part de Ganshoff, le grand historien de la féodalité. 2 lignes plus bas, vous avez un tiré à part de Ferdinand Lott sur la Notitia Dignitatum. Voilà, et que de la main de Marc Bloch, il y a ces sommaires qu'il a établis lui-même. Autrement dit, il a été organisateur de ses lectures, organisateur de son savoir, ça a été dit. C'est un lecteur efficace. Avec ce volume des lectures, évidemment, il faut qu'il puisse y avoir des économies d'échelle. C'est-à-dire que lorsqu'il prépare un livre, les comptes rendus des années qui ont précédé vont venir nourrir, évidemment, la matière de ce livre. Et ça, on le voit très bien, par exemple, avec le livre qui va bientôt être republié, Les caractères originaux de l'histoire rurale française. Laurent Feller fait une postface. Ces caractères originaux, c'est issu d'une série de conférences qu'il a données à Oslo en 1929. Ça apparaît en volume en 1931. Et quand on regarde la bibliographie, on s'aperçoit que dans les 11 titres de la brève bibliographie du texte, il y a 7 livres dont il vient de faire le compte-rendu quelques années avant. Autrement dit, il y a une pratique évidemment qui vise à nourrir son propre savoir, mais aussi à le réinvestir. C'est pas seulement les comptes rendus nourrissent les travaux et réciproquement, évidemment, beaucoup de savants connaissent ce fonctionnement. Et puis un lecteur actif, même si on ne peut que le deviner, parce que ses notes sur les livres vont avant tout nourrir ses papiers personnels et ses fiches et ses dossiers thématiques qui se trouvent aux Archives nationales. Et il faut dire au passage que il y a des matériaux extraordinaires si quelqu'un un jour veut se lancer dans une biographie intellectuelle de Marc Bloch de première main, d'après ses notes de cours, etc. Ça n'a pas encore été exploité massivement. Il y a vraiment des choses qu'on pourrait faire. Mais ces notes, donc, il les prend très peu dans ses livres. Mais on a quand même quelques annotations. Et là encore, je me réfère à la base de données dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que cette base de données, elle recense ces annotations. Et donc, on voit quoi dans les livres dont on a la trace de Marc Bloch? On voit qu'il y a une centaine de livres qui ont des marques de lecture. Alors, j'ai mis un seuil à 15 marques de lecture. Et ces marques de lecture, c'est quoi? C'est surtout des soulignements. Voilà, donc comme plein de gens, Marc Bloch, il souligne. Il compte pas des pages, a priori, mais il souligne des passages qui l'ont intéressé. De temps en temps, il met des points d'interrogation et des points d'exclamation. Donc, il marque sa surprise, il marque sa défiance parfois avec ce qu'il lit. Et puis, très rarement, il y a des annotations un petit peu plus concrètes. Et d'après les dates des ouvrages et les types d'ouvrages, on peut penser que Marc Bloch a commencé par prendre des notes dans ses livres, dans ses années d'étudiant, parce qu'il y a par exemple un manuel de Seignobos de 1890 qui est annoté de cette façon-là. C'est quelque chose, c'est pas dans les années 30 qu'il lisait du Seignobos, un manuel d'histoire européenne de Seignobos. C'est vraiment dans ces années de normalien, d'étudiants en histoire qui s'est approprié ça. Et là, il y a des notations manuscrites marginales. Parfois, dans un ouvrage étranger, il y a des traductions partielles qui doivent lui servir aussi d'aide-mémoire lorsqu'il s'y reporte, un passage un peu compliqué qu'il traduit en français. Et puis, de temps en temps, on a des éléments plus personnels qui montrent qu'il est engagé dans sa lecture. J'ai noté, par exemple, un endroit où il a inscrit « paragraphe décisif » ou alors un « oui » point d'exclamation pour appuyer son idée. Et puis, une notation
aussi intéressante qu'elle est rare, c'est dans les marges du livre d'Henri Pirenne, dont on sait l'importance qu'il a eu dans la jeunesse des annales et dans le rapport de Marc Bloch et l'histoire économique et sociale. C'est le livre de Pirenne, Les anciennes démocraties des Pays-Bas. Et ici, Marc Bloch, fidèle à sa posture intellectuelle qui est exigeante, y compris avec celui qui est un maître pour lui et pour la revue qu'il a fondée, écrit dans la marge de la page 127, P, Pirenne, confond trop ville au sens économique et commune au sens juridique. Et donc ici, voilà, l'acuité du regard de Marc Bloch, porté sur un livre de Pirenne pour lequel il a pourtant une grande admiration, ça dénote cette activité de lecteur qui est caractéristique évidemment des pratiques savantes en général, mais d'une pratique savante poussée sans doute à son comble par ce savant d'exception qui était Marc Bloch. Donc même si Marc Bloch n'est pas quelqu'un qui s'épanche de manière sentimentale sur ce que représentent ces livres pour lui, ces quelques éléments montrent, je pense, toute l'importance que les livres revêtaient et du coup, évidemment, tout le drame qu'a pu être la spoliation de sa bibliothèque dont on va parler ensuite. Je vous remercie. Merci André Loez. Donc oui, c'est vrai que tous ces livres-là, tous ces livres que Marc Bloch a accumulés, il les a accumulés chez lui. Alors à Strasbourg, il avait un bureau à l'université, mais quand il a déménagé à Paris en 1936, quand il devient maître de conférence à la Sorbonne, il s'installe au 17 rue de Sèvres. Et là, il emménage avec tous ses livres, toute sa bibliothèque. Et c'est cette bibliothèque qui va être l'objet de spoliation en 1942, et lorsque son appartement est réquisitionné par les nazis. Et il va essayer de se battre un petit peu, il va essayer de faire en sorte d'activer ses connexions pour arriver à sauver sa bibliothèque, mais en vain. Et donc, je vais laisser la parole à Martine Poulain, qui va nous parler justement de cette question du pillage des bibliothèques par les nazis pendant l'occupation. Merci. Donc, ce qu'il faut dire déjà, c'est que les nazis ont connaissance de longue date, grâce à leurs agents, à leurs chercheurs, parfois, avant ou pendant la guerre d'ailleurs, scientifiques, historiens de l'art, conservateurs, archivistes et même bibliothécaires. Ils ont connaissance des collections et archives qu'ils estiment leur appartenir ou devoir leur revenir. Alors, ils établissent dans les années 30, dans un esprit de revanche par rapport à la Première Guerre mondiale, une liste de 300 pages d'œuvres à saisir en urgence. Le mémorandum et liste d'objets d'art pillés par les Français en Rhénanie, sous la direction du docteur Otto Kummel, directeur des musées de Berlin, qui comprend par exemple, aux côtés d'œuvres d'art, des collections, la description de collections précieuses françaises dont ils veulent s'emparer. Donc, dès les premières semaines de l'occupation, ils saisissent et envoient en Allemagne, justement, les grandes bibliothèques déjà repérées largement avant la guerre, celles de grandes institutions juives et maçonnes. Je pense par exemple à la bibliothèque, pour les bibliothèques juives de l'Alliance israélite universelle, dont les collections sont parties et les étagères ont été remplies de livres spoliés pendant toute la guerre à la place. Et ainsi que des bibliothèques créées par les émigrés d'Europe centrale à Paris. Effectivement, il y avait aussi chez les nazis une haine de l'Ukraine, de la Pologne, etc., tout pays qu'ils ont envahi et dominé. Et ces bibliothèques-là, associatives, si on peut dire, sont saisies dès le début par les nazis dès l'été 40. Et puis donc les grandes familles juives connues, Rothschild, etc. Et les Français déchus par le régime de Vichy, les anti-nazis actifs, ainsi que celles des dirigeants francs-maçons. Puis tout au long de la guerre, les spoliations se font à la fois plus systématiques et plus anonymes. Elles visent à partir de la mi-42, juillet 42, avant tout les familles juives, quelles qu'elles soient, qu'elles aient 3 livres ou pas, puisqu'elles sont avant tout arrêtées et déportées, traquées, cachées, emprisonnées, déportées, dont les biens sont saisis et les bibliothèques le plus souvent emportées en Allemagne après un incessant travail de triage. Les acteurs de ces pillages, là aussi, sont en coopération et en rivalité, et la force des uns et des autres, le pouvoir des uns et des autres change un peu au cours de la guerre.
Donc évidemment, il y a l'armée, il y a l'ambassade d'Allemagne et l'Institut allemand, et surtout, ce qui deviendra dominant assez rapidement, l'ERR, alors je ne parle pas allemand, l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, qui deviendra très vite l'acteur principal de ces pillages. Ces pillages relèvent de 3 logiques. Une logique de guerre, gagner la guerre, donc, qui explique d'ailleurs les spoliations du début de l'été. Il faut connaître la spoliation, par exemple, d'une bibliothèque des affaires étrangères, etc. Il faut connaître les logiques de l'ennemi, une logique nationaliste et expansionniste, et une logique antisémite qui, à partir de juillet 42, deviendra la principale et qui expliquera la saisie de millions de volumes dans la seule France. Grâce au travail exceptionnel de Jenny Delceau, une femme beaucoup moins connue que Rose Valland, mais qui mériterait et qui a mérité déjà d'être célébrée, si on peut dire, enfin en tout cas d'être connue, bibliothécaire à la Sorbonne, ce qui doit vous toucher, mes chers collègues, et grâce à elle, un petit livre qu'elle a écrit aussi, on dispose donc d'une histoire beaucoup trop modeste, beaucoup trop limitée, mais c'est une source puisqu'elle a fini par écrire ce livre parce qu'elle était vraiment très très déçue que même sous le règne de Julien Quint, lui-même spolié juif, etc., qui va être directeur des bibliothèques jusque 64, en même temps que de l'ABN, on lui est rien demandé. Donc, elle est oubliée, en fait. De mon côté, j'ai constitué, il y a quelques années, une liste de plus de 3000 spoliés, personnes et institutions, qui est consultable sur le site du Mémorial de la Shoah, qui permet lui aussi des recherches, parce que j'ai fait cette base notamment sur, après avoir dépouillé pendant des années les 10 cartons des archives nationales et les beaucoup plus grand nombre de cartons des affaires étrangères, et reprenant d'ailleurs ces dépouillements, je m'aperçois qu'il y en a bien plus encore, parce qu'il y a beaucoup de dépouillements spoliation de livres qui ne sont pas dans les catégories dédiées aux livres, mais qui sont dans les catégories dédiées au pillage des appartements, etc. Donc, je pense que je vais avoir encore du travail pendant quelques années. Tous les spoliés ne sont pas dans ces répertoires établis alors ça c'est à la fois une chance et un problème, en s'appuyant sur leur propre déclaration. C'est-à-dire qu'il fallait faire une lettre, et d'ailleurs à X commissions, ce qui pour les spoliés devait être fort pénible, non pas un seul endroit, réclamer tout, mais écrire à telle commission. On le comprend pour l'organisation des restitutions, mais ça devait être quand même difficile. Et donc, si vous voulez, on comprend, vu qu'il fallait faire une déclaration à cette sous-commission des livres dirigée par Jenny Delceau, qui était donc, je l'ai dit, je crois, hein, une sous-commission des œuvres d'art, ce qui nous plaît toujours beaucoup, d'être une sous-commission des œuvres d'art. Donc, si vous voulez, les spoliés qui n'avaient pas un rapport fort au livre et qui n'avaient pas été spoliés d'un grand nombre de livres n'ont jamais fait ces demandes de restitution. Donc, c'est des choses, c'est déjà énorme, mais c'est partiel. Donc, et puis il fallait avoir survécu pour pouvoir faire, être revenu des camps pour pouvoir faire ces déclarations, et la famille n'était pas toujours aussi attachée que ça à les retrouver. Donc cette sous-commission des livres a traité en 5 ans avec un personnel dérisoire près de quelques 1 million de livres, enfin à traiter, oui, à dépouiller des listes de 1 million, attribuer ou restituer 350 000 livres à 2300 personnes, aux spoliés et aux ayants droit, et de même, alors restitution et attribution 100 000. Juste un petit mot pour vous dire, c'est uniquement cette commission qui a eu le droit d'attribuer, et elle a mis 1 an ou 2 avant d'obtenir cette décision, parce que évidemment, il n'y a pas eu d'attribution pour les œuvres d'art qui sont des unicats, mais pour les livres, la commission aurait pu faire peu de choses si elle n'avait pas eu aussi l'autorisation
avec une lettre de décharge du spolié qui dit que si on lui redemande, il rendra tout, enfin il rendra ce qui n'était pas à son nom. Un travail extrêmement complexe puisque, je ne sais pas vous, mais moi je marque Martine sur mes documents, donc si je suis spolié, ça va pas aller très très loin. Donc la spoliation de la bibliothèque de Marc Bloch, je laisserai mes collègues la détailler. Mais l'appartement de Marc Bloch est occupé par les Allemands et sa bibliothèque enlevée en avril 42. Et je le cite, « Je viens d'apprendre qu'il y a environ 2 mois, mes livres ont été saisis par l'autorité occupante, enlevés de mon appartement et emportés vers une destination inconnue. » Et il avait bien une bibliothèque de 5 à 7 000 volumes et non pas, comme l'indique le répertoire des biens spoliés, 5 à 700. Et je dois dire que ma base de données a répété cette erreur dont je me suis aperçu en préparant ce papier et que j'ai remis 5 à 700 alors que c'est 5 à 7000. Donc des livres en toute langue, ça a été déjà dit. Sa bibliothèque ou ce qui en est restitué à sa veuve Alice et puis évidemment bien sûr à ses héritiers ensuite, à ses autres héritiers, à ses enfants, comprend avant tout de l'histoire, mais ce qui m'intéresse aussi dans les listes, c'est ce à quoi justement les historiens ne pensent pas. Et donc, avec 6 enfants, il y avait certainement aussi des livres pour enfants, et en témoigne par exemple un livre d'un médecin, La pratique des maladies des enfants. Donc je pense que et Marc Bloch et ensuite les gens qui ont travaillé sur les listes, ce qui est normal et compréhensible, se sont avant tout intéressés aux livres qui correspondaient au profil intellectuel de Marc Bloch. Voilà. Donc en gros, et encore une fois, mes collègues y reviendra. Donc 2144 livres sont restitués à ses enfants par la sous-commission des livres, soit 1516 livres en 48, 131 en 49, 34 plus 497 livres et fascicules en 1950. Ce qui, effectivement, vous l'avez un peu dit, par rapport à d'autres, est pas mal. Autour de 2700 livres sur une bibliothèque de 7000 volumes. C'est une restitution, parmi quand même les restitutions importantes. Et pour finir, je voulais juste, si j'en ai le temps, évoquer d'autres intellectuels spoliés. Et par exemple, Maurice Halbach, qui est mort en 45, professeur de philosophie et de sociologie à Strasbourg aussi, parmi les liens qu'il a tissés à Strasbourg, puis en 35 à la Sorbonne, donc élu au Collège de France et arrêté le 23 juillet 44 par la Gestapo, quelques jours après son fils Pierre, interné à Fresnes, déporté à Buchenwald, où il meurt de la dysenterie en 45. Il n'est restitué aucun livre à sa famille, qui ne semble pas en avoir fait la demande. Victor Bach, autre exemple, professeur d'allemand et d'esthétique, est spolié de, je le cite, toute sa bibliothèque, ses manuscrits, ses fiches, ses coupures de journaux. Vous voyez, quand on vit à l'heure d'Internet, mais quand un chercheur était spolié de ces cartons de fiches, ses recherches étaient fichues aussi, quoi. Il fallait tout recommencer, alors que ces fiches avaient été constituées sur plusieurs années, et ces coupures de journaux, notamment en philosophie, beaux-arts, histoire de l'art et monographie de peintres. Sa femme et lui, je le rappelle, sont assassinés par la milice le 10 janvier 44. Léon Brunswick, professeur de philosophie à la Sorbonne, cofondateur et président de la Ligue des droits de l'homme, mort après avoir été pourchassé en 44, et sa femme Cécile, sous-secrétaire d'État à l'Éducation nationale en 36, sont spoliés d'une bibliothèque de 10 000 volumes de philosophie, histoire des religions, sciences, beaux-arts, littérature, et bien sûr ses propres œuvres philosophiques et ses livres de prix, là c'est mentionné, dont une partie est retrouvée à Tannenberg et ailleurs en Allemagne. Il leur en est restitué après-guerre 2374 et attribué 291. C'est moins quand même proportionnellement que ce qu'a pu retrouver Marc Bloch. Et puis peut-être en dernier,
Jean Val, professeur de philosophie interné à Drancy dont il s'échappe, exilé aux États-Unis de 41 à 45, où il fonde avec Gustave Cohen l'école libre des hautes études, est spolié avec son frère, ils habitaient dans le même appartement, d'une bibliothèque familiale de philosophie, surtout du XVIIIe siècle, et littérature, XVIIe, XIXe siècle, et de nombreux manuels de physique du XVIIe et XVIIIe siècle. Il leur en est restitué 224 et attribué 56. Voilà, donc on pourrait avoir choisi d'autres exemples et d'autres spoliés parmi les intellectuels, Henri Lévy-Bruhl, Michelson, Ernst Kantorowicz, William Walid, spolié à Casablanca, ce qui est intéressant, enfin qui était professeur à Casablanca, puis à la Sorbonne, l'un des dirigeants de l'Alliance israélite, Henri Hauser, etc. Et puis j'évoquerai parce que c'est quelqu'un pour lequel j'ai une admiration énorme, le cas de Vladimir Yankelevitch, professeur de philosophie à Toulouse, qui possédait une bibliothèque de 5000 volumes de philosophie, sociologie, musicologie, bien sûr, puisque, comme vous le savez, c'était un grand pianiste, occultisme, en français, allemand, russe, grec, qui ne récupéra que 36 livres de sa bibliothèque et s'en vit attribuer 232 autres, surtout consacrés à la musique. Merci. Merci beaucoup Martine pour tout ce panorama. Je pense qu'il nous permettra de mieux situer le cas Marc Bloch. Donc en fait, pour raconter la spoliation de la bibliothèque de Marc Bloch, il y a deux façons de le faire. Comme souvent en sciences sociales, tout dépend du point de vue. Donc on peut le raconter une première fois du point de vue de ceux qui l'ont mis en œuvre. Alors pour ça, on n'a pas vraiment leur récit. Ce qu'on a, c'est la connaissance très fine de leur pratique et quelques traces qu'ils ont pu laisser. Et la deuxième manière de raconter la spoliation de la bibliothèque de Marc Bloch, c'est à travers la parole de Marc Bloch lui-même, ce qu'il en a su et comment il y a réagi. Donc je vais essayer de faire les deux successivement, et je voudrais souligner, parce que ça a été précisé, le contexte initial du pillage des bibliothèques, que précisément, si ces deux façons de voir ont quelque chose en commun, c'est qu'en fait, elles considèrent pas les livres comme des biens culturels qui ont quelque chose de différent, comme un tableau, mais elles considèrent les livres du point de vue de ceux qui mettent en œuvre la spoliation comme un butin comme un autre, et du point de vue de Marc Bloch, d'abord comme un outil de travail, comme je crois vous l'avez bien compris après les interventions qui m'ont précédé. C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, dans la logique de la restitution, c'est en tant que bien culturel que le livre est rendu, et donc il y a des logiques qui se superposent, qui, comme toujours en histoire, ne doivent pas être aplaties les unes sur les autres. Donc moi je suis pas historienne au départ, donc c'est pas tellement en tant que lectrice de Marc Bloch que je l'ai découvert, c'est en tant que sociologue puisque je suis une grande fan de Maurice Halbwachs et que c'est en lisant Halbwachs que j'ai découvert Bloch. Mais en tout cas pour ce qui est de la bibliothèque, c'est pas par ces livres que j'ai pris connaissance de la spoliation de la bibliothèque de Marc Bloch, mais c'est par le lieu où cette bibliothèque se trouvait, et c'est parce que depuis un grand nombre d'années, je travaille avec des collègues, Isabelle Bacouche et Éric Le Bourris, sur la question des appartements habités par les familles juives à Paris. Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'appartement de Marc Bloch parmi des milliers d'appartements. Donc ça a été dit, en 1936, Marc Bloch devient maître de conférence à la Sorbonne, donc il s'installe à Paris. Et en avril, il signe avec Lucien Béguet, qui est architecte et gérant du 17 rue de Sèvres, donc ça jouxte Lutetia à Sèvres-Babylone, un contrat de location pour ce qui est à l'époque 2 appartements, un au 7e, un au 6e, pour un bail de 9 ans avec un loyer annuel de 20 000 francs. Donc les appartements sont au 6e et au 7e étage et la famille les fait relier par un escalier avec l'autorisation du propriétaire. L'appartement compte 10 pièces, c'est intéressant quand même de se figurer Marc Bloch non seulement dans son bureau mais dans son appartement, ce qui équivaut à 275 mètres carrés et compte 2 grandes terrasses. C'est donc un lieu de vie et comme ça a été dit, un lieu de travail. Le bureau se situe au 7e étage, à droite quand vous regardez l'immeuble depuis la rue. Donc lors de l'entrée de l'armée allemande dans Paris, la famille Bloch n'est pas là, se trouve en zone sud, en Creuse, à Clermont-Ferrand, puis à Montpellier. Donc la famille n'est pas là quand le bail va être remis en cause d'une certaine manière, puisqu'elle continue à payer son loyer et elle est encore titulaire du bail.
et elle continuera à payer son loyer jusqu'au premier trimestre 1944. Pendant l'absence de la famille Bloch, l'appartement est donc utilisé par les Allemands à travers un outil qui est à l'époque classique, qui est celui de la réquisition. Donc en français, le terme est assez neutre. La version allemande du terme est plus proche d'une forme de synonyme de pillage. Et je pense que c'est ce que vous voyez, l'ordre de réquisition en haut. Donc il y a un ordre de réquisition qui est établi le 23 décembre 1941. Et la famille Bloch, Marc Bloch, n'est pas à Paris, il est à Montpellier. Donc ça n'a rien d'original que l'appartement soit réquisitionné, et il est clairement pas réquisitionné parce que c'est Marc Bloch, professeur, qui habite dans l'appartement. Les réquisitions immobilières, il y en a des milliers pendant la guerre, principalement dans le 7e, 8e et 16e, et ça ne suspend pas le droit locatif, ça relève de la Convention d'armistice. Et c'est à la préfecture de la Seine, donc l'ancêtre de la ville de Paris, de continuer, en fait, qui paye le loyer pour les Allemands. Le locataire en titre continue à payer son loyer, mais il est censé être remboursé par la préfecture de la Seine. La spécificité de la réquisition, c'est qu'elle s'opère sur des appartements meublés. Les meubles restent dans les appartements le plus souvent, sauf arrangements différents. On va y venir dans le cas de l'appartement de Marcel Mauss dans un instant. Dans ce cas, l'appartement est réquisitionné pour l'aviation allemande. Et pour un gradé, on ne sait pas qui c'est, on peut supposer peut-être que c'est le général Hugo Sperle qui dirige la Luftwaffe et qui a ses bureaux au Sénat, donc assez proche. L'idée est que les dignitaires soient logés dans l'appartement et que la terrasse soit utilisée pour installer une batterie aérienne. L'immeuble a déjà eu une première réquisition puisqu'en juillet 40, la piscine du Lutetia, qui est au rez-de-chaussée de l'immeuble, est réquisitionnée pendant 3 mois. À partir de là, environ 500 militaires allemands, apparemment, c'est dans les dossiers de réquisition, vont se baigner journalement dans la piscine et ça continuera après la réquisition. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi l'appartement a été choisi pour être le lieu d'une réquisition ? En théorie, les appartements réquisitionnés sont choisis de manière en fonction du lieu, de l'emplacement, de la taille, du standing de l'appartement et de l'immeuble. Mais on sait, parce qu'on a pu l'étudier, que le fait que l'appartement soit habité par une famille juive donne lieu à un ciblage particulier. La première raison, c'est que, et c'est le cas ici, puisque dans le document de réquisition, vous voyez que la qualité raciale de Marc Bloch est bien indiquée. C'est d'ailleurs ce que dans une lettre à Lucien Febvre en septembre 40, il décrira lui-même comme les appartements non-ariens. Mais parce que les Juifs sont censés ne plus être là, parce qu'ils ont moins de raisons de se plaindre et parce qu'on ne veut pas contrarier le reste de la population, toutes choses égales par ailleurs, ce sont les appartements juifs qui vont être ciblés par la réquisition. C'est aussi les appartements juifs qui donnent lieu à des irrégularités et des débordements beaucoup plus que les autres types d'appartements. Par exemple, l'escalier va être détruit par les occupants, les 2 appartements vont être séparés, comme si les blocs ne sont pas destinés à revenir un jour. La réquisition devait durer 3 mois, elle dure jusqu'en août 44. La préfecture de la Seine doit rembourser le loyer, elle s'en occupe jamais. Et bien sûr, le principal débordement en général, c'est la question du pillage. Et donc dans ce cas, dans le cas de l'appartement de Marc Bloch, comme dans beaucoup des appartements qui ont été évoqués, enfin des collections qui ont été évoquées, c'est vraisemblablement la Dienststelle Westen, c'est-à-dire une émanation de l'ERR qui est spécialisée dans les œuvres d'art, mais qui ne s'occupe pas des œuvres d'art en particulier, qui s'occupe de vider l'ensemble des appartements habités par des Juifs à Paris. Et la description qu'on a dans un courrier qui va être envoyé à Marc Bloch en juillet 42 par une ancienne élève de Marc Bloch décrit parfaitement le protocole tel qu'on sait que la Dienststelle Westen le met en œuvre pour gérer une opération de pillage qui s'appelle l'opération Meuble, puisqu'à partir de mars 42, l'ensemble des appartements, alors pas les appartements des familles nécessairement arrêtées et déportées, mais l'ensemble des appartements que les familles juives n'habitent plus physiquement, où elles ne sont plus présentes dans leur appartement, donc ça inclut bien sûr les familles arrêtées et déportées, mais ça va bien au-delà, ce qui est le cas à l'époque de la famille Bloch, sont concernés par ce pillage. Et donc là, en l'espèce, le pillage va être mis en œuvre par la Dienststelle Westen en 2 temps. D'abord les livres, probablement en avril-mai 1942, et ensuite une partie du reste des meubles qui sont présents dans l'appartement, sauf ceux que les occupants gardent pour leur propre usage personnel. Pourquoi en 2 temps ?
La logistique des déménagements est souvent très longue pour la Dienststelle Westen parce qu'il faut réquisitionner les déménageurs français pour opérer les opérations de déménagement et que il y a tellement de déménagements par jour que tout ne peut pas être fait au même moment. Et surtout, le lieu de destination de stockage à Paris n'est pas le même pour les livres et le reste des choses qui sont contenues dans un appartement. Donc ce serait illogique de procéder à l'ensemble du déménagement en une fois. Mais le processus est identique et dans les deux cas, c'est vraiment un butin qui n'a pas vocation, qui n'est pas traité comme un bien culturel proprement dit. Les inventaires de ces déménagements et les inventaires de la Dienststelle Westen sont détruits par le service lui-même à la fin de la guerre. C'est pour ça que, ce qu'a expliqué Martine Poulain, beaucoup de ces pillages ne sont connus qu'à partir des récits qui sont faits ex post, à travers effectivement plein de guichets différents, par les familles spoliées. Ce qui est intéressant dans le cas, je ne sais pas si vous allez y revenir, mais dans le cas des blocs, c'est que Étienne semble plus s'occuper des inventaires des meubles, et c'est Alice qui est l'interlocutrice, je ne sais pas s'il y a des raisons pour ça, vous nous direz, Mathis, Alice qui est l'interlocutrice pour les livres, et elle dit dans une lettre en 1948 à l'Office des biens et intérêts privés: après ma dernière visite, j'avais cru pouvoir vous fournir un inventaire de la bibliothèque de mon père, monsieur Marc Bloch, professeur à la Sorbonne, fusillé par les Allemands le 16 juin 1944. Mais après mûre réflexion et maintes recherches, je me vois dans l'incapacité absolue et dans l'impossibilité totale de vous adresser un inventaire de la bibliothèque. En effet, d'une part, je n'ai pas pu retrouver aucun catalogue, et d'autre part, le nombre des livres est trop grand, pour que je puisse retrouver les titres de mémoire. Pour Marc Bloch, donc c'est le deuxième point de vue, évidemment, c'est pas un butin comme les autres, c'est même l'inverse, c'est un déchirement, et l'ensemble des correspondances qui ont été conservées aussi bien avec Lucien Febvre qu'avec Jérôme Carcopino, qui est ministre de l'Instruction publique et directeur de l'École normale supérieure, qui a été l'élève de son père, montre à quel point c'est la chose la plus importante pour lui d'essayer de sauver sa bibliothèque, dont il dit, dans une lettre à Lucien Febvre du 26 septembre 1940, « Pour les livres, il n'y a, je crois, pas grand-chose à faire. Ce n'est pas une bibliothèque de bibliophiles qu'on pourrait classer par rareté. » Sous-entendu peut-être que là, il aurait eu plus d'écho vis-à-vis finalement du patrimoine et des ministères de la culture divers et variés, pour le dire vite, puisque certaines collections d'art ont, elles, pu être protégées par des accords avec certains musées. Donc, ce n'est pas une bibliothèque de bibliophiles qu'on pourrait classer par rareté, c'est une bibliothèque de travail où beaucoup d'outils se valent. Et moi, qui suis spécialiste de la spoliation de tout le monde, c'est exactement la même chose que vont écrire, par exemple, les tailleurs ou tous les gens qui travaillent chez eux après-guerre. Et le vocabulaire est vraiment assez proche et on se rend compte à quel point c'est vraiment un outil, et ça a été très bien décrit par mes collègues, un outil de travail indispensable. Il dit, dans une lettre à Jérôme Carcopino en janvier 42, il le décrit comme un bel instrument de travail, et il essaye de discuter avec lui pour essayer de voir comment éventuellement l'État pourrait protéger cette bibliothèque. Puisqu'il est désormais très inquiet, il dit « Si je ne me trompe, mon prédécesseur à la Sorbonne s'est vu ainsi dépouillé, et son prédécesseur, c'est Henri Hauser dont il vient d'être question. Et pour cette communication, j'ai cherché les circonstances du pillage de la bibliothèque d'Henri Hauser, et c'est exactement les mêmes circonstances. Son appartement du 16e rue de l'Assomption, tout l'immeuble, tous les habitants juifs de l'immeuble sont réquisitionnés, et c'est à l'ombre de la réquisition que tout le processus de pillage de sa bibliothèque, 28 caisses de livres, mais aussi tous les meubles, va être mis en œuvre. Donc en janvier 42, Carcopino suggère à Marc Bloch de faire un don à l'université de Montpellier, et Marc Bloch lui répond qu'il ne peut s'y résoudre, car une chance subsiste. Et là, il parle de ses enfants. Il suffit qu'elle existe pour que je doive, me semble-t-il, faire passer avant tout autre souci, celui d'épargner à mes enfants, s'il se peut, une spoliation de plus. Tout bien pesé, je m'en rends donc au destin. J'ai traversé sans dommage plus d'un bombardement. Je ne désespère pas de sortir une fois encore indemne de cette autre menace. L'heure n'est pas à l'espoir. Et ensuite, en juillet 42, il va raconter à Lucien Febvre, dans la lettre qui a déjà été lue par Martine Poulain, comment il a appris les circonstances de la spoliation. Et finalement, il va tenter une dernière démarche auprès du nouveau ministre de l'Éducation, qui est Abel Bonnard. Donc pour ceux qui connaissent, c'était pas vraiment gagné. Où il explique, qu'il vient d'apprendre la spoliation de sa bibliothèque
Et il conclut, il emploie vraiment le mot de spoliation, qui n'est pas un mot si courant pendant la guerre. Aucun des acteurs de ce que j'ai décrit ne parle de spoliation. Et lui, il conclut en disant: cette spoliation, évidemment contraire aux droits des gens, se retrouve dans un même temps porter un grave préjudice au bien du service auquel vous présidez. C'est pourquoi j'ai cru devoir, à toutes fins utiles, vous adresser le présent compte rendu. Inutile de dire que, évidemment, aucune réponse n'a été apportée à ce signalement. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Donc, je parle pour ma part depuis le ministère de la Culture, où je suis le responsable de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, qui n'est pas la commission, pardon pour ces problèmes administratifs, mais qui n'est pas la CIVS, cette commission, je l'appellerai CIVS après, mais il faut la citer, Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, CIVS, dont je dirai un mot. Mais voilà, nous sommes au ministère de la Culture avec une partie de mes collègues ici, et notamment celle qui travaille sur les livres, Muriel de Bastier, Cathy Omaillé et puis Frédéric Mulot qui est là. Et je voudrais également parler un peu au nom de nos collègues, vos collègues de la bibliothèque de l'INHA, de l'Institut national d'histoire de l'art, où a été retrouvé il y a quelque temps un livre ayant appartenu à Marc Bloch. Et donc, on a parlé de la spoliation, on a parlé des livres restitués à la famille Marc-Bloch et puis à un certain nombre de victimes. Et on n'a pas encore parlé des livres qui ont été récupérés à la fin de la guerre et qui sont entrés par des voies diverses et variées dans des bibliothèques publiques. Et c'est Martine Poulain qui a la première mis en avant, mis en lumière ce mouvement d'attribution de livres par milliers, et on va le voir par dizaines de milliers, et plus que cela encore, à des bibliothèques publiques, parce qu'un certain nombre de livres ont été restitués, mais il en restait beaucoup au début des années 50, même avant la fin des années 40. Et à un moment, l'administration a dit on en a trop et on va les restituer, on va les attribuer à un certain nombre de bibliothèques, soit qui en ont besoin pour reconstituer des fonds, parce qu'ils ont disparu, ils ont été détruits, soit pour en tout cas les attribuer, peut-être temporairement, peut-être pour une restitution postérieure, à un certain nombre de bibliothèques. Et nous, au ministère de la Culture, et avec nos collègues des bibliothèques et des musées, nous travaillons sur ce genre de biens, des biens qui ont pu intégrer des collections publiques, qui ont pu entrer dans des musées ou dans des bibliothèques, afin de les identifier autant que possible, identifier les objets spoliés, identifier les propriétaires, répondre à des demandes de famille qui viennent nous voir ou qui viennent voir les musées en disant voilà, on pense que c'était à notre famille, ou identifier les familles pour aller vers les familles et proposer des restitutions de biens qui sont retrouvés aujourd'hui. Et la nouveauté de ces dernières années, depuis 2016-2017, et grâce à Martine Poulain, c'est le fait qu'un certain nombre de bibliothèques publiques travaillent à rechercher dans leurs fonds des livres qui leur ont été attribués, ou qui leur ont été donnés, qui leur ont été vendus par l'administration vers 1950, un peu avant, un peu après. La bibliothèque de la Sorbonne le fait, la bibliothèque Sainte-Geneviève et la Bibliothèque nationale de France, et notamment la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Avec les chiffres et les recherches en cours menées notamment par nos collègues et par Muriel et Cathy Omaillé ces derniers mois, on voit qu'il y a entre 130 et 150 000, mais dans un mois ce sera peut-être davantage grâce aux recherches qui avancent, 130, 150 000 livres qui sont entrés de façon diverse et variée dans 150 bibliothèques environ entre 1945 et 1953-1955 par attribution, par don, par achat, enfin par vente par l'administration à des bibliothèques, donc des voies très très diverses. Et donc depuis quelques années, un certain nombre de bibliothèques essayent de retrouver des listes de livres qui ont pu arriver à l'époque, essayent de retrouver dans les registres des traces de ces entrées, et essayent ensuite de retrouver ces livres dans les rayons, dans les réserves, ce qui ne fonctionne pas toujours, ce qui ne permet pas, on ne retrouve pas tout, mais lorsqu'on retrouve ces livres, des bibliothécaires courageusement vont les rechercher, les ouvrir pour voir s'il n'y a pas des marques de provenance. Parce que, en toute logique, les livres qui entraient dans les bibliothèques, c'était des livres qui n'avaient pas de marque, qui auraient pu être restitués à l'époque, mais vous allez voir, il y en a un certain nombre qui ont toujours des marques, des annotations, des ex libris, des dédicaces.
Et c'est ce travail qui est fait de plus en plus. Et donc la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art l'a fait récemment. Il faut citer les noms de Stefano Sereno et de Juliette Robin qui ont travaillé à cette recherche déjà vers 2017, 2018, 2019 pour vraiment, et c'est un travail assez complexe, identifier dans les archives, lorsque normalement elles existent, les listes de livres qui ont été envoyés par l'administration à ces bibliothèques, et ensuite d'aller voir dans ces registres des années 50 si on retrouve les livres. La bibliothèque l'a fait. La bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, et Martine l'a dirigée, réunit d'anciennes bibliothèques, et notamment la bibliothèque du musée du Louvre, ensuite devenue bibliothèque centrale des musées nationaux, qui a été fondue dans la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art il y a quelques années. Et en travaillant sur ces listes, la bibliothèque a identifié un livre, donc que vous voyez derrière moi, qui est lui entré par achat, donc acheté par la bibliothèque à l'administration qui vendait des milliers de livres, acheté en 1951. Avec, donc, vous voyez, une annotation Marc Bloch 1913. Et donc 1913, c'est l'année où Marc Bloch, 1913-1914, c'est l'année où Marc Bloch est professeur d'histoire au lycée d'Amiens. Et c'est justement un petit guide abrégé de la cathédrale d'Amiens, comme vous le voyez. Donc cette recherche-là, elle a du sens évidemment pour comprendre l'histoire des fonds et l'histoire des collections, et elle s'inscrit également dans une volonté administrative et politique qui a été répétée depuis un certain nombre d'années et que nous essayons de mettre en œuvre, une volonté, quand c'est possible, de restitution, d'identification des biens spoliés et de restitution. Et donc, lorsque c'est possible, ce travail d'identification des livres, et c'est nouveau pour les livres, on parle beaucoup d'œuvres d'art, on a beaucoup de dossiers par ailleurs de restitution d'œuvres d'art, mais c'est nouveau, on essaye de le faire aussi pour les livres, et ensuite arrive une question un peu administrative, juridique, sur laquelle je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais qui est importante parce que selon les bibliothèques c'est différent, mais les livres, en tout cas de la Bibliothèque nationale de France, la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, appartiennent aux collections patrimoniales, systématiquement, quelle que soit l'importance, la valeur du livre en soi. Et quelle que soit la notation, normalement il ne devrait pas y avoir d'annotation de cette façon-là. Et donc ces livres appartiennent aux collections, sont protégés par le Code du patrimoine, ce qui est très bien en soi, et sont donc inaliénables comme les collections du musée du Louvre ou de n'importe quel musée public national ou local, territorial. Et donc depuis quelques années, cette problématique de restitution de biens appartenant aux collections publiques a progressé, et il y a 3 ans maintenant, une loi a été votée au Parlement pour permettre, par dérogation à ce beau principe d'inaliénabilité, la sortie de biens du domaine public en vue de les restituer aux ayants droit des familles spoliées. Et donc c'est ce qui a eu lieu dans ce cas-là. Et c'est là qu'il faut citer cette commission, la CIVS, donc qui est placée auprès du Premier ministre, qui reçoit le résultat des recherches menées par les bibliothèques et menées par nous avec elles, et qui va confirmer le fait qu'il y a spoliation et qu'il faut restituer, et qu'il va, alors ce n'était pas trop difficile dans ce cas-là, mais rechercher les ayants droit de la personne spoliée, valider la liste des ayants droit afin de restituer aux bonnes personnes, ce qui est normal. Donc cela a été fait. Il y a même un décret du Premier ministre qui suit l'avis rendu par la CIVS, et cela a permis, Mathis Bloch y reviendra, une restitution il y a un peu plus d'un mois, le 16 février, de ce livre à la famille aux ayants droit de Mathis Bloch. Et ce qui est intéressant, c'est que les premières applications de cette loi de 2023, ce sont justement 2 restitutions de livres. Ce livre-là était la 2e restitution récemment, mais il y a eu une restitution d'un livre de la Bibliothèque nationale de France à la fille, toujours de ce monde, d'August Liebmann-Meyer, un historien de l'art allemand, juif, réfugié en France et déporté et assassiné, dont on a retrouvé un livre, une biographie de Carpaccio, qui était à la Bibliothèque nationale de France. Et donc ce processus se poursuit. Il y a un vrai développement ces derniers temps, avec un certain nombre de bibliothèques qui travaillent
à essayer, et c'est une tâche difficile, à essayer de retrouver ces livres, ces très nombreux livres. Et je voudrais citer mentionner le travail qui est fait ces derniers temps avec la volonté traduite en acte de cartographier l'ensemble de ces livres, de retracer dans une base de données ça fait un peu technique comme cela, mais très simple et pas très simple à constituer, mais simple à consulter, et qui sera bientôt rendu public le 9 avril. Je regarde mes collègues ici, une base de données qui s'appelle Spolivre, et qui recense l'ensemble des livres retrouvés dans les bibliothèques par les collègues bibliothécaires qui vont faire ce travail de recherche ouvrage par ouvrage. Il faut dire d'ailleurs qu'on ne retrouve pas tous les ouvrages, parce que tous les ouvrages ne sont pas nécessairement protégés par ce beau principe d'inaliénabilité dans toutes les bibliothèques, surtout les bibliothèques municipales, universitaires. Ça n'est qu'une partie des fonds. Et donc beaucoup de ces livres ont aussi disparu, ont pu être sortis, ont pu être désherbés, comme on dit dans les bibliothèques. Et puis certains se cachent un peu sous des statuts différents. Ils sont arrivés par attribution, et ils sont entrés plus tard, ce qui n'était pas vraiment, ce qui n'aurait sans doute pas dû être fait. Ils sont entrés dans les inventaires, ils ont été inscrits parfois comme dons, alors que personne ne les avait donnés, et pour cause. Mais en tout cas, ce travail est fait, donc je le disais, par la bibliothèque de la Sorbonne, par un certain nombre de bibliothèques. Et aujourd'hui, le chiffre monte chaque jour, donc je ne vous assomme pas de chiffres, mais sous le contrôle rigoureux de l'équipe. Je veux simplement dire qu'il y a presque 15 000 livres qui ont été retrouvés dans 18 bibliothèques, 14 700 exactement, à peu près 18 000, 19 000 volumes. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques-uns, 10% à peu près, portent des marques comme celle-ci, plus sibyllines, moins claires. On trouve chiffre d'hier, 817 noms différents, dont 504 à peu près, 504, qui semblent être des noms de personnes spoliées. Donc c'est 504 recherches à lancer. Alors parfois c'est Marc Bloch, on comprend qui c'est. Mais dans bien des cas, ce sont des noms qui ne nous disent immédiatement pas grand-chose. Donc on essaye de vérifier dans les archives si ce sont des gens qui se sont manifestés après la guerre, si ce sont des noms qui sont qui correspondent à des adresses où il y a eu des spoliations, et on va se tourner davantage vers Sarah. Et donc on a des quelques dizaines de dossiers, il y a quelques dizaines de dossiers qui attendent, et on a quelques centaines de livres déjà qui vont être restitués dans les mois qui viennent, qui sont après ce passage devant cette commission pour suivre le même trajet que le livre de Marc Bloch. Et cela se développe avec une recherche vraiment une recherche en cours sur ce phénomène mal connu, déjà beaucoup travaillé par Martine Poulain, mais qu'on continue de creuser sur le circuit, les mouvements, je ne trouve plus le terme, les transferts de livres après la guerre, et notamment dans les bibliothèques publiques. C'est une histoire qui est en train de se faire. Et enfin, évidemment, nous ne sommes pas seuls, et certains avaient pris de l'avance. Des bibliothèques allemandes ont des milliers de livres spoliés, ont fait des recherches et ont commencé avant nous, et donc on font des restitutions régulièrement. Et dans quelques jours, quelques semaines, le 28 mai prochain, à Berlin, 3 bibliothèques allemandes restitueront 6 ou 7 livres spoliés avec des annotations, des marques de provenance faisant comprendre qu'ils appartenaient à Marc Bloch. Donc, ils sont restitués à Mathis Bloch et à sa famille, dont d'autres membres sont ici, dans une cérémonie qui aura lieu à l'ambassade de France. Mais ce sont bien des bibliothèques allemandes, berlinoises, de Francfort, qui vont restituer 7 livres, et peut-être, j'espère, d'autres dans l'avenir. Bien, merci pour toutes ces interventions. Donc, je suis le dernier à prendre la parole. Je vais donc parler en fait de la restitution récente des livres, et en fait de le point de vue de la famille, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de se faire, de vivre une restitution de livres spoliés il y a déjà maintenant 82 ans. Déjà la première étape, et c'est bien pour Marc Bloch de commencer par là, c'est de comprendre à qui on a affaire et c'est quoi cette histoire. Donc tout commence par une lettre reçue au printemps 2025, donc de cette commission, la CIVS, dont je suis longtemps trompé d'acronyme, je disais CIVIS, comprend du coup c'est quoi cette commission que je ne connaissais pas.
Se demandait aussi, évidemment pour nous, il y avait la question de la panthéonisation. Est-ce que c'est en lien à la panthéonisation ou non, vu que c'est une lettre avec un papier officiel, voilà, Premier ministre, au gouvernement. Qu'est-ce que c'est que ces affaires, qu'est-ce qu'on a fait encore? Et non, c'est plutôt positif, puisqu'on on nous invite à venir, alors rue de Ségur, donc une des annexes de Matignon, pour rencontrer le rapporteur de cette commission qui va nous présenter le dossier et cette histoire. Donc en fait, il faut aussi maintenant, c'est la deuxième étape, pour comprendre c'est quoi cette histoire, qu'est-ce qui nous est arrivé à cette famille. Et en fait, cette spoliation des livres en tout cas, et elle n'a pas eu une longue mémoire dans la famille, une mémoire en tout cas très intense. La spoliation de l'appartement, oui. Ça c'est intéressant, je reviens sur ça. L'appartement spolié, ça a été un grand sujet, et puis l'appartement rue de Sèvres, il est resté dans la famille longtemps après. Donc c'est un appartement qui a marqué, et cette spoliation elle a marqué. Les livres, moi je connaissais très mal cette histoire, j'en avais eu vent, mais pas plus que cela. Donc on se rend avec quelques cousins rue de Ségur pour rencontrer le rapporteur qui nous présente le dossier avec une magistrate de la Cour de cassation qui nous explique voilà, dans un mois la CIVS va se réunir, cette commission voilà va vous statuer sur ce livre, et pas que, et c'est peut-être ça qui est intéressant aussi, sur aussi les meubles. Car le sujet dans cette histoire, c'est qu'il y a évidemment la question du livre, et c'est la M2RS notamment qui instruit le dossier, et puis il y a la question de l'absence de jouissance des meubles pendant la guerre, et il y aurait la question en fait de savoir si on a été justement indemnisé à la libération pour la perte de jouissance des meubles pendant la guerre. Donc c'est une double question en fait qui se pose à la CIVS, qui se pose à nous aussi. Donc dans le mois qui suit cette réunion, se pose la question en fait c'est quoi ce dossier? Donc il faut lire le dossier, il faut rechercher, il faut faire des archives. Bon, ça tombe bien, je suis historien, donc j'ai quand même quelques petites compétences là-dessus. Mais c'est une histoire qui est assez complexe, vous avez pu le voir. Alors on a j'ai deux fonds d'archives pour me comprendre cette histoire. D'une part, les archives que la CIVS nous donne, on nous donne le dossier d'archives qui va servir à la commission pour statuer, et puis les archives familiales. Qu'est-ce que la famille a gardé? Qu'est-ce que Étienne et Alice, dont je suis dépositaire des archives aujourd'hui, ont conservé comme archives sur cette histoire? Alors il y a cette lettre, on a évoqué précédemment, de cet élève de Marbloch qui informe Marbloch voilà, de cette spoliation. Et puis, il y a aussi voilà tout ce dossier, comprendre les lettres de famille pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, comment la famille a géré cette restitution, pourquoi certains livres ne sont pas revenus, plein de questions, jusqu'à la commission, en juin dernier, où il faut plaider. Alors cette commission, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, puisqu'on se retrouve dans une salle avec une vingtaine de personnes, c'est pas mal, on était 3 ou 4 de la famille, de mémoire, et il faut plaider notre cause, finalement, qu'est-ce qu'on nous la famille on veut faire de cette indemnisation qu'on nous propose, quelle indemnisation on va nous proposer, et c'est quand même une question désolé d'être un peu pécuniaire, un peu de matière pécuniaire, mais en fait la bibliothèque Marbloch elle vaut de l'argent aussi évidemment, puis la jouissance des meubles aussi elle vaut de l'argent. Bref, qu'est-ce qu'on veut nous la famille pour une histoire qui encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, était un peu sortie de nos mémoires. Je dois dire que c'est une expérience assez particulière de se retrouver 80 ans après plutôt, à la place de mon grand-père et de ma tante, que je n'ai pas connue, dans l'incapacité de prouver la composition exacte de la bibliothèque et de faire face, 80 ans après encore, à l'absence de preuves. On a une estimation d'une bibliothèque, mais en l'absence de catalogue, la CIVS, en fait, ne peut pas nous indemniser, en tout cas, ne peut pas clore le dossier, qui est en fait un dossier qui, encore aujourd'hui, et pour de longues années, je pense encore, est ouvert et va nous accompagner, en tout cas va m'accompagner longtemps encore, je pense. Voilà. Et puis la dernière question, une fois la CIVS accepte de nous restituer le livre, c'est quoi faire de ce... Oui, alors le Premier ministre, merci à lui, le fait. Voilà, j'ai encore des mal avec des complexités administratives encore aujourd'hui, donc c'est dire. C'est quoi faire de ce livre qu'on nous donne, quoi. Finalement, est-ce qu'on le conserve?
Est-ce qu'on le donne à une autre institution ou est-ce qu'on et j'ai un cousin qui allait proposer même ça, de le laisser en fait sur place, quoi. Finalement, on le sent pas à la bibliothèque. À quoi bon plus tard? Bon, évidemment, j'étais pas d'accord avec cette idée parce qu'il y a quand même un sens à le sortir de cette bibliothèque, de l'INHA en tout cas. Bah, c'est montrer qu'il y a quand même, c'est toujours grave aujourd'hui, quoi. C'est pas le temps a passé, c'est plus grave aujourd'hui de laisser la bibliothèque. Bah non. Je dirais pas son nom à ce cousin. Il faut voilà, il y a un symbole quand même. Et on est vraiment dans le symbole. Parce que Fanny, tout à l'heure, m'a introduit en disant qu'est-ce qu'on fait matériellement du livre? Bah, un seul livre, voilà. Bon, évidemment, aujourd'hui, il y a plus de 40 descendants de Marc Bloch. Bon, on n'avait pas le scindé en 40, évidemment, non plus. On n'avait pas fait une indivision à 40. Donc, la solution qui s'est présentée quand même, c'est de le donner, et puis de donner à une institution qui hébergeait déjà plusieurs centaines d'ouvrages de Marc Bloch, où la famille avait fait des dons successifs. Donc, la bibliothèque Elphen, on a le don ci-dessous. Et puis la restitution, c'est quand même aussi une belle cérémonie qui a eu lieu donc il y a un mois, qui m'a donné l'occasion de faire un discours avec Rachid Dadatis, qui n'arrive pas souvent. Un créneau court, oui. D'ailleurs, c'était pas sûr qu'elle soit encore là à ce moment-là, c'était un peu le mystère. Mais elle est venue, donc merci à elle quand même. Et puis, donc cette restitution, le mois dernier, dans la salle Labrouste de l'INHA, donc restitution quand même un peu prestigieuse, mais pour un seul livre. Et c'est quand même cette histoire, c'est qu'il reste encore entre 3 et 5000 livres disparus dans toute l'Europe. Et vous voyez qu'on est en Allemagne, je sais que François-Olivier Toitier en avait retrouvé un en Angleterre. Et puis par exemple, Etienne, elle allait raconter qu'il avait fait les tours des bouquinistes de Paris pour en retrouver. Il avait retrouvé notamment les Voltaire de 18e siècle, dans un des plus anciens livres qui était conservé par la famille Bloch, dans Bouquiniste de Paris. Alors tout à l'heure, on se demandait aussi pourquoi ce partage entre Alice, comment ce partage entre Alice et Étienne, pourquoi Alice s'occupait des livres, Étienne des meubles. Alors il faut savoir qu'Étienne a quand même travaillé après la guerre chez le notaire, Maître Bucaille, qui est un des gros notaires de l'époque, qui avait fait une estimation de l'appartement. Donc quand même, Étienne a travaillé chez la personne qui a produit la preuve, normalement. Le notaire n'avait plus d'estimation, en tout cas peut-être qu'il y avait quelques traces, peut-être pour ça qu'il a pris les meubles, mais en tout cas il n'est plus le catalogue du livre, ça c'est certain, qui avait été fait par Marc Bloch et sa femme, Simone Vidal. Puis Étienne, en fait, il est parti aux États-Unis en 47 étudier. Donc c'est Alice qui s'est retrouvée à gérer cette question des livres. Et c'est quand même assez frappant, cette tête d'Alice où elle explique qu'elle est dans l'incapacité de prouver. Quand même, je me dis toujours aujourd'hui, pour la famille de Marc Bloch, famille bourgeoise, érudite, intellectuelle, être dans l'incapacité de prouver, c'est quelque chose, mais quid de toutes ces familles sans ressources, sans autant de ressources intellectuelles et économiques pour prouver. Et alors, c'est quand même tout le drame de cette histoire, drame qui nous poursuit encore aujourd'hui. Voilà, je finis sur une note pas très joyeuse. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur 2 le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.